mais Gao Feibao a éclaté de colère, déclarant qu'il ne devait pas faire semblant d'être gentil et qu'il ne céderait pas à lui. Il a exprimé sa détermination à rester, prêt à affronter ensemble toutes les conséquences. L'un des hommes de Gao Feibao a commenté sa rapidité à exprimer ses sentiments, estimant qu'ils auraient dit la même chose. Un autre homme a critiqué l'injustice des actions de Gao Feibao. Cheng Dalai contempla le changement soudain d'attitude de Gao Feibao, son visage reflétant la confusion. Cheng Dalai a insisté sur le fait qu'il devait partir ce jour-là, les exhortant à discuter entre eux de qui partirait. En plaisantant, Gao Feibao a enroulé ses bras autour de Lei et l'a menacé. Mais Lei était visiblement effrayé, citant sa mère de 80 ans et son enfant de 8 ans. Il a demandé qu'on lui permette de rester encore 2 jours. Un autre homme a rassuré Lei en lui disant qu'à l'avenir, il honorerait sa mère, élèverait son enfant et prendrait soin de sa femme. Cependant, ces paroles furent brusquement interrompues. White Wolf les regardait silencieusement depuis sa cellule, se demandant si elle devait également prendre une décision. Soudain, la porte de la prison s'est ouverte et Liu Bei est entré avec un chariot de nourriture, annonçant que le dîner était prêt. Cheng Dalai a commenté la froideur et l'un des prisonniers a demandé que la porte soit fermée. Liu Bei les a prévenus qu'ils ne recevraient pas de nourriture s'ils continuaient à parler. Ils avaient des idées contradictoires sur le fait de quitter les lieux, car ils ne sortiraient pas dans cette vie, en regardant la magnifique nourriture préparée pour eux. Certains étaient déterminés à rester, pensant qu'ils n'avaient pas récolté de récolte dans l'agriculture et que la prison était leur seule chance de mener une vie relativement normale. D'un autre côté, Gao Feibao a exprimé un point de vue différent. Il avait le sentiment qu'être en prison, c'était comme être chez lui, et que le sentiment à l'intérieur de la prison était encore meilleur que ce qu'il ressentait chez lui. Il admirait également les conversations talentueuses et agréables des gens là-bas, et il appréciait particulièrement la délicieuse nourriture fournie par la prison. White Wolf, en particulier, avait une expression heureuse sur son visage alors qu'elle savourait l'idée des repas savoureux. Cheng Dalai et Liu Bei ont quitté la prison et Cheng Dalai a interrogé Liu Bei sur le groupe de personnes qu'il ne pouvait pas chasser. Il se demande s'il pourrait bénéficier de soins psychologiques. Liu Bei resta silencieux un moment avant d'inviter Cheng Dalai à le suivre. Ils arrivèrent au point culminant de la chaîne de montagnes Toad, connue sous le nom de Toad's Mouth, située à l'arrière du village de Toad, d'où ils purent voir la montagne du roi nu en taille réelle. Liu Bei a invité Cheng Dalai à voir la vue. Il remarqua que la montagne était comme la glace, les forêts comme la neige, la magie du ciel et de la terre. Rien de plus, et a exprimé son appréciation pour le spectacle majestueux qui n'était pas perçu par le commun des mortels. Cheng Dalai a reconnu l'appréciation de Liu Bei pour les montagnes et la rivière, ce à quoi Liu Bei a demandé ce qu'il voulait dire. Liu Bei a ensuite révélé qu'il voulait juste montrer à Cheng Dalai que seul le village des crapauds et la montagne du roi nu avaient de la fumée provenant des cheminées des cuisines. Cheng Dalai a répondu, il l'était, ce que Liu Bei a confirmé avec un soupir, à court de nourriture. Cheng Dalai a remis en question la gravité de la situation, se demandant si elle ne pouvait pas être si grave. La réponse de Liu Bei ne laissait aucun doute, elle était effectivement si grave. En entendant Jailong, ils ont découvert la réalité dévastatrice d'une sécheresse de 1000 km à Yuzhou. Il a été révélé que la situation agricole était sombre, avec seulement 8 seaux de récolte en automne malgré les semailles de 60 kg de graines au printemps. En raison de la grave sécheresse à Yuzhou, les propriétaires ont expulsé sans pitié les locataires qui ne pouvaient pas répondre aux exigences de récolte. Des mesures désespérées ont été prises, notamment en sacrifiant des garçons et des filles dans l'espoir d'apporter de la pluie. Cependant, juste au moment où l'hiver arrivait, de fortes chutes de neige se produisirent, gelant instantanément les graines des plantes dans le sol. Les prairies barbares du nord étaient sablonneuses et le bétail et les moutons mouraient de faim, c'est pourquoi Hulé a amené des gens à Black Rock City pour se battre pour la terre. De plus, les gens n'avaient pas assez de nourriture à manger et le désert était rempli de cadavres d'affamés. Les gens mangeaient de leurs enfants et cuisinaient avec leurs os. Liu Bei a observé la situation désastreuse sur la montagne du roi nu, notant la rareté de la nourriture. Il s'est dit préoccupé par le fait que si la situation persistait, des personnes désespérées risqueraient probablement de venir vers eux. Il prévoyait un rassemblement de 5000 hommes affamés qui auraient pu constituer une menace pour le village des crapauds, et que le village des crapauds n'aurait peut-être pas été en mesure de les retenir. Liu Bei a conseillé à Cheng Dalai de commencer à planifier tôt. Liu Bei a vu la situation désastreuse comme une opportunité potentielle. Il a suggéré que face à la sous-évaluation des vies humaines, il pourrait saisir ce moment pour recruter des troupes, acquérir des chevaux et balayer les autres villages de montagne de la montagne du roi nu. Ce faisant, il pourrait renforcer et unifier la montagne du roi nu. Cependant, Cheng Dalai tomba dans le silence, le regard fixé sur la falaise.
Quelques secondes seulement se sont écoulées et Chen Dalai a remarqué un homme en bas et a interrogé Liu Bei sur ce que ce type faisait là-bas. Liu Bei a répondu calmement que le gars enterrait les morts. Chen Dalai se demandait pourquoi ce type devait le faire en secret. Liu Bei a répondu, suggérant que si l'enterrement n'avait pas été fait en secret, quelqu'un aurait pu déterrer les corps et les manger. Il sourit malicieusement et jeta un coup d'œil à Chen Dalai. Après l'avoir entendu, Chen Dalai a eu la nausée, le faisant presque vomir. Liu Bei a poursuivi en exprimant son inquiétude quant au fait que si la situation persistait, davantage de personnes mourraient. Il a mentionné que si Chen Dalai ne pouvait pas le supporter, il a proposé la possibilité de distribuer de la nourriture à leur village, mais a exprimé ses inquiétudes quant à la survie de leur village pendant l'hiver. Il a ensuite posé une question à Chen Dalai, lui demandant de choisir entre les deux options, tout en jetant un coup d'œil à Chen Dalai, attendant sa réponse. Chen Dalai a répondu en déclarant que la deuxième option ne lui semblait pas bénéfique. Liu Bei a soutenu qu'il pourrait encore y avoir certains avantages, comme gagner le cœur des gens ou trouver la paix intérieure dans son propre cœur. Chen Dalai se tut et devint sérieux dans sa contemplation. Soudain, le système a émergé et a annoncé une nouvelle mission à Chen Dalai. Le système l'a joyeusement traité de garçon courageux et lui a présenté deux tâches. La première tâche consistait à recruter des troupes et à entamer la voie vers la domination mondiale en balayant la montagne du roi Nu. La deuxième tâche était d'aider les gens autour de lui en tant que garçon juste, de faire ce qu'il pouvait pour les aider à traverser une période difficile. Dans l'après-midi tranquille du village des crapauds, Chen Dalai et Liu Jai étaient assis ensemble. Liu Jai observa Chen Dalai avec inquiétude, notant son manque d'appétit. Chen Dalai a répondu qu'il n'avait pas d'appétit. Soudain, il mentionna ses projets de voyage à Fallen Leaf City, demandant à Liu Jai de préparer son cheval. Surpris par cette décision soudaine, Liu Jai a demandé si Chen Dalai ne voulait pas se reposer quelques jours après son retour. Chen Dalai a répondu qu'il avait quelque chose d'important à faire et qu'il reviendrait ce soir-là. Mais Liu Jai réfléchit à l'importance de sa mission, son mécontentement étant évident dans son expression boudeuse. Elle a appelé Chen Dalai et lui a rapidement tendu un mouchoir, déclarant qu'elle l'avait brodé elle-même. Une fois qu'elle lui a remis le mouchoir, elle a exhorté Chen Dalai à revenir bientôt. Après que Chen Dalai ait accepté le mouchoir sans un mot, il a continué son chemin. Alors que le soleil se couchait, il parcourut le chemin qui menait à Fallen Leaf City. Quelques heures plus tard, il arriva au célèbre restaurant appartenant à Suying. À ce moment-là, Sun Jiu s'est approché de lui avec un sourire chaleureux, s'adressant à lui comme au maître du village. Curieux de savoir où se trouvait Suying, Chen Dalai a demandé, incitant Sun Jiu à révéler qu'elle était dans le hall. Sun Jiu a ajouté que des personnes la recherchaient. Intrigué, Chen Dalai a demandé à Sun Jiu quel type de personnes ils étaient. Sun Jiu a répondu qu'il s'agissait de quelqu'un de la famille Su. À l'intérieur du restaurant, un homme nommé Su Milon, l'oncle aîné de Suying, a confronté Suying au sujet de son comportement indécent en public. Il a ajouté que le visage de la famille de Su avait été déshonoré par elle. Suying a déclaré avec défi qu'elle avait été expulsée de la famille Su et qu'elle n'en était plus membre, croisant les bras en solidarité avec Jiaoyi, qui se tenait à côté d'elle. Milon a affirmé que le restaurant appartenait à l'origine à la famille Su et a exigé que Suying le restitue puisqu'elle ne se considérait plus comme faisant partie de la famille. Jiaoyi a rétorqué avec colère, accusant Milon d'être déraisonnable, qu'il avait laissé le restaurant à Suying, et qu'il voulait maintenant le récupérer seulement après avoir vu le restaurant se porter bien. Un autre homme est intervenu, rabaissant Jiaoyi, déclarant qu'elle n'avait pas le droit de parler et insinuant que son attitude reflétait celle de son maître. Milon a ensuite déclaré que si Suying retournait au restaurant et que sa vie et sa mort n'avaient plus rien à voir avec la famille Su, ou qu'elle rentrait chez elle avec lui et ne déshonorait plus la famille Su. Alors que les tensions s'intensifiaient, Chen Dalai est intervenu, prenant la parole et demandant ce qui se passait là-bas. Milon a répondu avec dédain, remettant en question l'identité de la personne et se moquant du manque de décence parmi les personnes présentes. Chen Dalai est resté déterminé, exigeant de savoir ce qui n'allait pas. Tous les regards se sont tournés vers Chen Dalai, y compris Suying. Une autre personne présente, prise au dépourvu par la présence de Chen Dalai, n'a pas pu terminer sa pensée et avait une expression inquiète, tandis que Milon demandait toujours qui était Chen Dalai. Chen Dalai, avec un air sérieux, a défié les fauteurs de troubles, affirmant son autorité sur son propre terrain et leur a ordonné de partir, tout en les regardant intensément, reconnaissant l'identité de Chen Dalai. L'un des hommes a exprimé sa peur, réalisant qu'il s'agissait de Chen Dalai lui-même. Milon, rempli de frustration, dirigea sa colère vers Chen Dalai, grinçant des dents d'irritation. Soudain, des membres de la famille Su sont sortis précipitamment du restaurant, exhortant Milon à partir rapidement.
L'un d'eux a averti Milan du danger de se retrouver avec Cheng Dalai. Alors que la famille Su sortait derrière Cheng Dalai a exprimé sa joie à Su Ying, remarquant que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Su Ying, en voyant Cheng Dalai, rougit, ressentant un mélange de curiosité et d'intrigue. Dans un geste surprenant, Su Ying a arraché le mouchoir brodé de la chemise de Cheng Dalai. Choqué, Cheng Dalai a trébuché dans sa réponse, déclarant qu'il avait eu l'intention de le lui donner, mais qu'elle l'avait trouvé à la place, complimentant son intelligence. Su Ying resta silencieux, le regard fixé sur le mouchoir. Zhe Yi, affichant son irritation, a qualifié Cheng Dalai de playboy. Cheng Dalai, feignant son innocence, a choisi de garder le silence, laissant l'atmosphère chargée de tensions inexprimées. Après une minute de silence, Su Ying, avec Zhe Yi toujours posé sur son épaule, a demandé pourquoi Cheng Dalai était là. Cheng Dalai a répondu qu'il était venu lui acheter des céréales. Su Ying a exprimé sa surprise, se demandant pourquoi il se préoccupait de questions aussi mineures. Cheng Dalai a expliqué qu'il voyait chaque jour des gens mourir sous ses yeux. Il a déclaré que cela n'avait pas beaucoup d'importance si Su Ying ne le voyait pas, mais il ne pouvait pas prétendre qu'il ne le voyait pas. Su Ying a répondu, lui faisant savoir que Fallen Leaf City n'avait pas le grain qu'il voulait. Cheng Dalai l'interrompit, demandant des éclaircissements sur l'absence de céréales. Néanmoins, Su Ying a continué à parler en versant de l'eau dans une tasse de thé, mentionnant que toute la province de Yizhou manquait de nourriture et que les prix des denrées alimentaires montaient en flèche. Même si Cheng Dalai était riche, il ne pouvait pas se le permettre. Cheng Dalai a suggéré avec désinvolture de voler les céréales, tandis que Su Ying a rejeté l'idée, remettant en question la faisabilité de voler 100 ou 200 000 livres de céréales. Cheng Dalai a reconnu que c'était irréaliste. Su Ying rit en réponse. Il s'est ensuite demandé si c'était vraiment impossible, ce à quoi Su Ying a expliqué que même s'il existait des méthodes, seule une personne normale ne serait pas capable de le faire. Cheng Dalai a fait remarquer avec humour qu'il était une personne complètement inhabituelle, à l'exception de son apparence plutôt belle. Su Ying a répondu avec un regard silencieux. Su Ying a suggéré que le village de Cheng Dalai pourrait échanger des poivrons contre de la nourriture. Elle a expliqué que Fallen Leaf City était petite dans le contexte de Yizhou, qui elle-même était une petite province de l'Empire. La partie orientale de l'Empire était pauvre, tandis que l'ouest et le sud étaient riches et que le nord regorgeait de voleurs. Su Ying a suggéré que si Cheng Dalai voulait échanger de la nourriture, il devrait se rendre dans le sud où il pourrait l'obtenir à Yangzhou. Tandis que Su Ying marquait les noms de Yangzhou sur la table, elle expliqua que Yangzhou avait toujours une récolte abondante, fournissant suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de tout le pays. Tout au long de l'histoire, elle a toujours été le grenier du monde. Cheng Dalai a demandé jusqu'où se trouvait Yangzhou, et Su Ying a mentionné qu'en passant par Jiaizhou, Yangzhou et Yuzhou, elle prévoyait qu'il arriverait dans 3 à 5 mois. Cheng Dalai a exprimé son inquiétude, notant qu'à son retour, la plupart des gens seraient déjà morts. Su Ying a gardé une expression normale en l'écoutant. Su Ying a alors suggéré une alternative. Elle a expliqué que puisque Fallen Leaf City était située au bord de la mer, Cheng Dalai pouvait emprunter la voie fluviale, ce qui ne prendrait qu'environ 5 jours avec des vents favorables. Un aller-retour complet prendrait probablement environ un demi-mois. Cheng Dalai a réagi avec surprise, répétant 15 jours. Su Ying l'a mis en garde contre les dangers potentiels de la route maritime, notamment les eaux turbulentes, les conditions changeantes rapidement, les pirates, les bandits et les puissants locaux. Elle a expliqué qu'un désastre pourrait signifier un retour en arrière impossible. De nombreuses personnes avaient déjà emprunté cette route, mais elles y ont échappé de justesse. Acceptant que c'était sa seule option viable, Cheng Dalai fronça le nez en signe de résignation. Il a déclaré que c'était la seule chose qui restait à faire, il a déclaré que c'était réglé et a demandé à Su Ying de lui préparer un grand bateau, exprimant son désir de partir ce soir. En se levant de son siège, il indiqua qu'il était prêt à partir. Sun Ju, surpris par le départ soudain de Cheng Dalai, lui a demandé s'il ne voulait pas rester un moment. Cheng Dalai a répondu qu'il était temps de partir et qu'il ne pouvait pas se permettre de se reposer maintenant. Dans Flying Tiger Village, une personne a exprimé sa faim et une autre personne a demandé s'il restait de la nourriture. Il a ensuite demandé si le village des crapauds possédait des dizaines de milliers de livres de céréales. La personne a déploré sa famine et a exprimé le désir de vivre à Toad Village. Sans s'en soucier, Gao, un passant au loin, a entendu leur conversation. Kiran a approché Gao avec une idée. Gao, s'adressant à Kiran en tant que stratège militaire, a demandé à plusieurs reprises à Kiran s'il avait une idée et s'il avait un moyen d'acquérir de la nourriture. Kiran a proposé d'envoyer quelques-uns de ses hommes se faufiler dans le village des crapauds sous le couvert de l'obscurité.
Gao a demandé s'il envisageait de voler de la nourriture, ce à quoi Kiran a répondu que voler serait difficile. Au lieu de cela, il proposa de mettre le feu au grenier du village des crapauds, jurant que s'il mourait, il mourrait avec eux et qu'il ne les laisserait plus se déchaîner. Il a parlé avec détermination. Gao, regardant l'expression affligée de Kiran, remarqua que Kiran était cruel. Kiran répliqua, déclarant qu'un gentleman ne possédait pas un esprit mesquin et qu'un vrai homme n'était pas sans venin. Il se demanda pourquoi tout le monde devrait mourir de faim alors que le village des crapauds survivait. Gao a exprimé sa désapprobation à l'idée de brûler les greniers de quelqu'un d'autre, qualifiant cela d'acte immoral qui pourrait conduire à l'extinction de la lignée familiale de Kiran. Soudain, quelqu'un du village interrompit leur conversation avec une bonne nouvelle. Il a exhorté tout le monde à se rendre rapidement au village des crapauds, car ils avaient une annonce importante à faire. Kiran se demandait ce que Cheng Dalai faisait, tandis que Gao déclarait avec détermination son intention d'aller voir la situation par lui-même, déclarant que si Cheng Dalai causait à nouveau des problèmes, il brûlerait son grenier. Après l'annonce, les gens de Kunyu Mountain se sont rassemblés à l'extérieur du village de Toad et le nom de Gao a été mentionné, indiquant que Gao était là. Gao s'est enquis des intentions du village des crapauds. Une personne a répondu, déclarant qu'elle venait d'arriver et qu'elle n'était pas au courant de la situation actuelle, mais devinant que le village des crapauds avait encore eu de mauvaises idées, tandis que les murmures des gens derrière circulaient. Quelqu'un a suggéré de s'associer à lui pour détruire Toad Village. À ce moment-là, quelqu'un annonça que la porte du village des crapauds s'était ouverte. White Wolf est apparu et s'est adressé à Gao Febao, lui rappelant qu'il lui devait quelques repas. Gao Febao a répondu avec confiance, indiquant que ce serait facile à gérer, tandis que Liu Bei les a exhortés avec irritation à partir, mentionnant qu'ils avaient presque mangé le village à sec. L'expression inquiète de Gao rencontra son frère et il demanda à Gao Febao si Cheng Dalai ne lui avait rien fait. Cependant, Gao Febao l'a rassuré en lui disant que tout allait bien et a même fait remarquer qu'il avait pris du poids. En plaisantant sur la perte de poids de Gao, Gao fut surpris, réalisant que ses inquiétudes étaient inutiles, compte tenu de l'abondance de nourriture dans le village des crapauds. Plus tard, Cheng Dalai est apparu et s'est adressé à la foule, attirant les soupçons de Gao. Gao a remis en question avec colère les motivations de Cheng Dalai, se demandant pourquoi il avait fait cela. Cheng Dalai a annoncé qu'ils avaient de bonnes nouvelles pour eux. Il a joyeusement annoncé qu'il commencerait à distribuer des flocons d'avoine ce jour-là. La foule est restée silencieuse pendant un moment avant de se lancer dans des questions bruyantes, exprimant des doutes sur les déclarations précédentes de Cheng Dalai. Quelqu'un s'est demandé s'il avait bien entendu. Le doute persistait alors qu'il se demandait si Cheng Dalai essayait de les tromper ou s'il s'était simplement ennuyé. Gao a confronté Cheng Dalai, exigeant une explication pour ses actes. Cheng Dalai a froncé les sourcils et a soupiré, déclarant qu'il l'avait fait parce qu'il se considérait comme une bonne personne. Tentant de rétablir le calme, Cheng Dalai a annoncé que le porridge n'était pas gratuit. Il cherchait des volontaires pour le rejoindre dans une mission, offrant nourriture et hébergement. Il a souligné que les villages comptant des combattants qualifiés ne devraient pas les cacher et accueillir les volontaires. Cheng Dalai leur a demandé s'ils savaient ce qu'était le mot volontariat, ce à quoi tout le monde a répondu par le silence. Il a ensuite pointé du doigt Gao Febao, le mettant en garde contre son départ après avoir profité de son village. Gao Febao a essayé de s'expliquer mais a été interrompu par Cheng Dalai alors qu'il continuait d'appeler White Wolf, la faisant s'interroger. Il a également choisi les autres individus parmi la foule et a appelé le chauve, leur demandant de faire leur sac, d'apporter des armes et de s'y rassembler le lendemain. Enfin, Cheng Dalai a choisi Zhao Zailong, Zhang Fei, Zhu Shengzai et un groupe de marins d'élite de la famille Liu du village des crapauds pour l'accompagner. Le reste de la population surveillait le village pour surveiller la situation. Tôt le lendemain matin, Liu Jai a supplié Cheng Dalai de lui permettre de l'accompagner. Cheng Dalai, lui tapotant doucement la tête, la rassura que cette fois ils allaient travailler, pas jouer, mais lui promit qu'elle pourrait le rejoindre la prochaine fois. Liu Jai rougit lorsqu'il fut rassuré. Liu Jai a insisté sur le fait qu'elle pouvait également contribuer, partageant que les membres de sa famille étaient tous des marins et qu'elle savait nager. Elle a proposé de prendre soin de Cheng Dalai pendant le voyage. Cheng Dalai a juste regardé Liu Jai et a ensuite commencé à la soulever sur le cheval devant lui. Liu Jai, pleine de surprise, laissa échapper un sourire ravi alors qu'elle s'installait devant le cheval. Cheng Dalai lui a conseillé de tenir bon, puis il a donné l'ordre de partir. La légère mélancolie de Liu Jai s'est immédiatement estompée. Alors qu'ils voyageaient depuis la montagne Qingnu, les groupes étaient déjà arrivés sur le navire. Parmi la foule, les gens transportaient assidûment des provisions à bord. Xiaoyu marchait sur le pont du navire avec une expression chargée, soulevant soigneusement un lourd bagage sur le navire. Par coïncidence,
Elle a croisé la route de Chen Dalai, qui observait son peuple. Chen Dalai remarqua alors Xiaoyu derrière lui. Il salua Xiaoyu avec enthousiasme, lui posant des questions sur Su Ying. Xiaoyu répondit avec irritation que Su Ying ne se sentait pas bien à cause du vent et du froid. Chen Dalai a exprimé son inquiétude, cherchant à être rassuré sur la gravité de l'état de Su Ying. Xiaoyu écarta ses inquiétudes avec désinvolture, mentionnant que Su Ying ne pouvait tout simplement pas venir le voir partir. En réponse, Chen Dalai est resté optimiste, exhortant Xiaoyu à lui transmettre ses meilleurs vœux et promettant de rendre visite à Su Ying à son retour. Il a conseillé à Xiaoyu de revenir rapidement et de prendre soin de Su Ying. Le ton de Xiaoyu resta indifférent alors qu'elle relayait la demande de Su Ying de suivre Chen Dalai à bord et de prendre soin de lui. Chen Dalai, ravi de cette attention, a récemment fait remarquer de manière ludique sa nouvelle popularité. Xiaoyu a choisi de garder le silence, détournant son regard, indiquant son manque d'intérêt pour son commentaire. Xiaoyu a exprimé sa confusion concernant les intentions de Su Ying, se demandant ce que pensait Su Ying, et a soupiré d'incrédulité. Plus tard, une personne a annoncé qu'elle allait lever la voile, tandis qu'une autre a déclaré « Allons-y ». Alors que le navire quittait le pont, le système les observait d'en haut et soudain, un bip retentit. Chen Dalai a reçu un message indiquant qu'il avait accepté une tâche visant à aider les bandits des montagnes du roi Mu à survivre à l'hiver. Cependant, dès le premier jour du départ, tous les bandits des montagnes furent anéantis. Ils ont été vus allongés sur le sol, l'un d'eux ayant déclaré qu'il n'en pouvait plus. Chen Dalai, submergé d'inquiétude et de culpabilité, a fait remarquer qu'il savait que ces bandits des montagnes n'avaient rien à manger sur la montagne, alors il les a emmenés à Yangzhou pour trouver de la nourriture. Mais la sombre réalité a encore plus frappé Chen Dalai car il ne savait pas que les bandits avaient tous le mal de mer. Impuissant, il déplore son manque de prévoyance, constatant leur comportement très sauvage au sol, alors qu'à bord, il panique aussitôt. Les membres ont ressenti un malaise. Un homme chauve grogna et gémit avant de s'effondrer de nausées, tandis que White Wolf luttait contre des vertiges, regardant vers l'océan. Gao Febao a exprimé des sentiments sombres comme s'il en avait assez et a jeté son vomi dans l'océan. Au milieu de la situation, Chen Dalai est resté silencieux, fermant les yeux alors que l'épuisement et la frustration s'installaient. À mesure que la nuit avançait, les pensées de Chen Dalai se tournaient vers la recherche de réconfort dans le repos. Cependant, en ouvrant la porte de ses quartiers, il fut surpris par la vue de Su Ying, vêtue de vêtements révélateurs, fouillant dans ses affaires. Perplexe face à la situation, Chen Dalai a remis en question son propre point de vue, se demandant s'il avait eu le mal de mer et provoqué des hallucinations. Rompant le silence, Su Ying l'appela, brisant l'imagination de Chen Dalai avec un simple salut. Au bout d'un moment, dans la chambre de Chen Dalai, il s'éclaircit la gorge en souriant, son visage portant toujours la marque rouge de la gifle. Il a interrogé Su Ying sur sa maladie et sur sa présence là-bas. Su Ying fit la moue en réponse, déclarant qu'elle avait décidé de l'accompagner parce qu'il ne pouvait pas gérer ses affaires seul. Chen Dalai, d'une manière mignonne et innocente, a exprimé son inquiétude, mentionnant qu'il ne l'avait pas vue de la journée. Il se demanda quand elle était montée à bord du navire. Su Ying a jeté un coup d'œil à Chen Dalai et a révélé qu'elle s'était déguisée en garçon et était montée à bord du navire tôt le matin, raison pour laquelle il ne l'avait pas remarqué. Parlant de la richesse de Yangzhou et de ses nombreuses règles désordonnées, Su Ying a souligné que porter de vieux vêtements conduirait à être méprisé par les autres et à ne plus vouloir faire affaire avec lui. Elle a remis de nouveaux vêtements à Chen Dalai, déclarant qu'il devait les porter à son arrivée. La curiosité était à son comble. Chen Dalai a touché le tissu des vêtements et lui a demandé si elle les avait brodés. Su Ying a gardé le silence, évitant tout contact visuel. Chen Dalai admirait les vêtements brodés, réalisant l'incroyable quantité de temps et d'efforts qui avaient dû être consacrés à leur création avec des milliers d'aiguilles et de fils. Pendant ce temps, Liu Jai s'est approchée joyeusement de la chambre de Chen Dalai, l'appelant avec enthousiasme, mais elle est restée silencieuse lorsqu'elle a vu Su Ying. Su Ying et Chen Dalai ont tous deux tourné leur attention vers elle. Su Ying a salué chaleureusement Liu Jai, reconnaissant leur longue séparation et lui posant des questions sur son bien-être. Mais Liu Jai a répondu avec une attitude snob, déclarant qu'elle était maintenant la servante de Chen Dalai et qu'elle ne pouvait pas être appelée Miss. Su Ying a maintenu un sourire amical, affirmant qu'ils se connaissaient quand ils étaient jeunes. Elle a également exprimé sa gratitude à Liu Jai pour avoir pris soin de Chen Dalai. Cependant, Liu Jai a sévèrement rappelé à Su Ying qu'elle était désormais la servante de Chen Dalai et que le servir était approprié. Mais entendre la gratitude de la bouche de Su Ying était inapproprié. Chen Dalai a observé l'interaction tendue entre les deux dames, se sentant surpris et réalisant qu'il pouvait y avoir des amitiés superficielles même dans les temps anciens.
Avec 100 000 guan en poche, Cheng Dalai se rendit à Yangzhou par le vent. Le navire adapté au vent, le vent adapté au navire. Et en cours de route, le vent et les vagues étaient calmes, ils sont donc arrivés à Yangzhou 5 jours plus tard sans incident. Gao Feibao a commenté avec un sourire, notant qu'à Yuzhou, Cheng Dalai portait également une telle tenue. Cheng Dalai a répondu, soulignant à Gao Feibao qu'il s'agissait de nobles gens du Nord. Il a suggéré de faire preuve de vision et d'élégance. Il a déconseillé de ressembler à des rustres de la campagne qui se feraient honte en ville. Cependant, Gao Feibao s'interroge sur leur capacité à posséder une vision et une élégance et leur demande s'ils n'en ont pas. Sans se laisser décourager, Cheng Dalai lui a conseillé de faire semblant. Sur le quai animé de Yangzhou, au milieu de l'atmosphère animée, un vieil homme a félicité Liu pour son travail acharné et s'est enquis de son bien-être. Mais Liu a balayé l'inquiétude du vieil homme et lui a demandé de l'argent de manière agressive, l'accusant de ne pas avoir payé pour le mois. Il insistait pour savoir combien d'argent le vieil homme avait gagné ce jour-là et voulait l'obtenir avec force. Le vieil homme s'est défendu en expliquant qu'il avait déjà effectué le paiement hier. Il s'est demandé pourquoi Liu réclamait à nouveau de l'argent. Cependant, l'autre homme s'est joint à lui, rejetant la déclaration du vieil homme et arborant un sourire méchant alors qu'il insistait pour que l'argent lui soit remis. Lorsque le vieil homme a expliqué qu'il n'avait pas un seul centime sur lui, Liu et ses compagnons ont ignoré ses paroles et l'ont emmené de force. Liu a répondu avec agacement, le traitant de pauvre bâtard et lui disant de partir et de ne pas se mettre en travers de son chemin. Pendant ce temps, Cheng Dalai a rappelé à son groupe de s'adresser à lui comme à un prince une fois qu'ils ont quitté le navire, soulignant qu'ils étaient des gens nobles du Nord et qu'ils devaient abandonner leurs habitudes de banditisme dans les montagnes et s'adapter à l'atmosphère civilisée et polie de Yangzhou. Remarquant Cheng Dalai et son groupe descendre de leur navire, ils furent confrontés à Liu et interrogés à leur arrivée. Il leur a demandé si c'était leur première visite à Yangzhou et s'ils connaissaient les règles de la ville. Il a ensuite présenté son gang, le Ko-gang, et a souligné que ceux qui entraient sur leur territoire pour affaires devaient adhérer à leurs règles. Suying a éclairé le groupe de Cheng Dalai sur l'influence du Ko-gang, qui venait du canal, et il y avait toujours un tel groupe de personnes se rassemblant sur les quais du monde entier pour s'en prendre à eux. De plus, ils ont utilisé des couteaux et des bâtons pour conquérir leur territoire et ont combattu un autre gang, soupçonnant alors que Liu était responsable de ce quai. En arrivant des cargos, des intermédiaires qui faisaient des affaires, des ouvriers travailleurs et qui transportaient des sacs, elle a précisé que même les mendiants devaient donner une partie de leur gain au Ko-gang. Cheng a reconnu la présence du Ko-gang, les qualifiant de copains. Il a commencé à s'excuser pour les ennuis qu'ils avaient causés, mais avant qu'il puisse continuer son discours, Liu l'a interrompu de manière agressive. Il a interrogé sarcastiquement Shenji, lui demandant qui était leur copain et d'où cela venait. Shenji le regarda silencieusement avec un visage vide. Liu a déclaré que le Ko-gang prenait toujours un dixième des marchandises comme part. Il a en outre déclaré que le Ko-gang avait la décision de décider qui pouvait vendre ses marchandises et qui ne le pouvait pas. Shenji a exprimé sa surprise face au concept de décimation, se demandant si cela signifiait que 10% de leurs marchandises appartiendraient au Ko-gang. Cependant, Cheng Dalai l'a interrompu et a farouchement demandé ce qui se passerait s'il refusait de suivre ces règles. Liu a justifié les règles en affirmant que les personnes et les marchandises ne pouvaient pas être autorisées à descendre du bateau sans respecter les règles. Il a exprimé des soupçons sur le fait qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché sous leur bateau, comme des bandits des montagnes ou des pirates. Liu a en outre affirmé, avec un sourire sur le visage, que le Ko-gang assurait protection et stabilité. Cheng Dalai a répondu avec confiance, balayant les règles comme un simple désir d'argent. Il affirmait qu'il pouvait facilement fournir suffisamment de nourriture et de boissons pour toute sa vie avec seulement quelques dattes au bout des doigts. Avec un sourire narquois sur le visage, Cheng Dalai a invité Liu à regarder de plus près, promettant de lui montrer un trésor. Liu a commenté l'apparence de Cheng Dalai, notant qu'il était habillé comme un millionnaire du jour au lendemain, mais il a exprimé sa surprise que Cheng Dalai semble être familier avec la façon dont les choses se passaient là-bas. Avec un sourire sur son visage, Liu a déclaré qu'il ne se souciait pas de savoir si Cheng Dalai connaissait les règles et lui a demandé ce qu'il avait avec lui. Cheng Dalai a invité Liu à regarder de plus près avec un sourire sur son visage. Dans une tournure surprenante des événements, Cheng Dalai a dégainé ses épées et a rapidement attaqué Liu, le coupant instantanément à la gorge. Liu est tombé au sol, choquant à la fois les membres de son gang et le groupe de Cheng Dalai. Gao Feibao, White Wolf et Shenji ont été surpris par l'acte de violence inattendu de Cheng Dalai. Gao Feibao ne pouvait pas comprendre ses actions malgré l'accent qu'il avait mis auparavant sur la civilité, la politesse et la courtoisie. Shenji réfléchit au passé de Cheng Dalai en tant que bandit des montagnes dans le village des crapauds et réalisa qu'il n'avait jamais été comme ça. Cheng Dalai a annoncé son arrivée avec confiance,
se proclamant prince Appa et déclarant son autorité pour fixer les règles de la région. Il a répondu aux commentaires de Liu sur sa tenue vestimentaire, exprimant son indignation et révélant que la robe qu'il portait avait été brodée par sa femme. Su Ying, curieuse au sujet de la femme de Cheng Dalai, l'a interrogé. Soudain, la nouvelle choquante du meurtre de Liu Jai s'est rapidement répandue parmi les personnes présentes sur le quai. Les gens ont demandé qui était mort, et d'autres ont répondu que c'était Liu Jai du Cao Gang qui avait été tué. Certains ont exprimé leur incrédulité que quelqu'un oserait le tuer sur le territoire du Cao Gang, tandis que d'autres se sont réjouis, estimant que Liu Jai le méritait et aurait dû mourir depuis longtemps.